Bien, bonsoir chers collègues. On va commencer ce conseil municipal du 29 janvier 2024. On est encore au mois de janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter encore mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. On va procéder à l'appel des conseillers. Présent. Marie Aguelba. Présente. Bernard Rougier. Présent. Céline Collet. Présente. Jean-Pierre Pellier. Présent. Mireille Lejuc. Présente. Jacques Moutarde. Présent. Dominique Cocotti. Présente. Isabelle Rigaud. Présente. Gilles Rougier. Michel Moine. Présent. Annick Bocula. Présente. Marie-Françoise Alaise, administration à Navi Aguelba. Joanne Picou. Présent. Romain Elias. Benjamin Bouquet. Présent. André Berger. Présent. Jean-Luc Léger. Présent. Élodie Malo m'a donné procuration à Jean-Luc Léger. Michel Denis. Présent. Emmanuel Leleu. Présente. Catherine Debez. Présente. Bien, merci. Avant de passer à l'ordre du jour de ce conseil municipal, j'aimerais vous, si vous souhaitez, qu'on ajoute à l'ordre du jour l'adoption d'une motion d'opposition à la fermeture d'une classe à l'école Villeneuve, à l'école maternelle Villeneuve. Si vous n'aviez pas d'opposition à cela, je propose de l'ajouter à l'ordre du jour du conseil municipal. Premier point donc de cet ordre du jour, la désignation d'un secrétaire de séance. Je vous propose de Benjamin Bouquet comme secrétaire de séance. Des oppositions, des abstentions? Non, je vous remercie. Benjamin, tu peux donc nous lire le compte-rendu de la séance du 12 septembre 2023, s'il te plaît. Bonsoir. Alors, du coup, au cours de la séance du 12 décembre 2023, le conseil municipal a approuvé la convention de la fourniture d'eau potable à passer avec le syndicat d'alimentation en eau potable de la Roseille, a approuvé le projet d'implantation d'un centre de santé au Buisson et la convention afférente la réalisation des travaux pour un montant estimé à 139 315 € hors taxe et son plan de financement, a approuvé le versement d'une subvention à l'entente athlético-buissonnaise pour un montant de 2 000 €, a approuvé le projet d'aménagement de l'esplanade Charles de Gaulle estimé à 714 409,71 € hors taxe et son plan de financement, a approuvé la décision modificative numéro 1 du budget de la commune, du budget annexe de l'eau potable et du budget annexe de l'assainissement collectif, et a autorisé monsieur le maire ou son délégué à signer les documents utiles à l'exécution des présentes décisions. Bien, y a-t-il des commentaires à ce compte-rendu? Des modifications? Pas de commentaires? Si, Michel. Moi, je m'abstiendrai parce que j'étais absent de la séance, mais c'est juste pour faire remarquer que je n'ai pas vu le compte rendu dans le dossier de conseil. D'accord. Des oppositions? Des abstentions? Les absents, Céline, Michel Moine, Benjamin Bouquet, Isabelle Rigaud, Emmanuel Leleu. Ok, adopté, je vous remercie. Le point suivant qui concerne un groupe convention avec l'OF2I, regroupement familial, qui nous est présenté par Daniel Aguelbach. Merci. Bonsoir, chers collègues. La procédure de regroupement familial permet à un ressortissant étranger régulièrement installé en France d'être rejoint par les membres de sa famille, conjoints et enfants mineurs. La demande de regroupement familial est déposée auprès de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, soit OFI, OF2I, du département du lieu de résidence prévu pour l'accueil de la famille. L'instruction du dossier porte sur les ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de la famille et sur le logement qui doit être adapté. Le maire dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier pour vérifier si les conditions de ressources et de logement sont remplies. Le maire transmet ensuite le dossier avec son avis motivé sur les conditions de ressources et de logement à la délégation concernée de l'OFI.
qui adresse ensuite le dossier à Madame la préfète pour décision. Alors, par le décret 2011-1049 du 6 septembre 2011, pris pour l'application de la loi numéro 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration, à la nationalité et relative au titre de séjour, la procédure de regroupement familial applicable aux ressortissants étrangers non communautaires du CCEDA a été modifiée sur quelques points. L'Office français de l'immigration et de l'intégration OF2I est désormais guichet unique pour le dépôt des demandes de regroupement familial. L'OFI est chargé de communiquer la décision à Madame la préfète, aux autorités concernées, notamment aux maires du domicile de la famille étrangère. En ce qui concerne l'instruction de la demande et plus particulièrement la vérification des conditions de regroupement familial, l'article R 412-11 du CCEDA n'a pas été modifié. En revanche, le décret précité a introduit un nouvel article codifié R 421-15-1 ainsi rédigé. Le recours du maire au service de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut faire l'objet d'une convention d'organisation conclue avec le directeur général de l'Office. Cette nouvelle possibilité offerte par la réglementation vise à organiser au mieux la vérification des conditions de regroupement familial. En effet, lorsque le maire souhaite confier la réalisation des enquêtes logement et ou ressources à l'OFI, les modalités de cette dernière peuvent être définies dans la convention et permettent ainsi une gestion optimale des enquêtes dans le respect du délai réglementaire de 2 mois mentionné à l'article R 421-11. Il n'y a aucun impact financier lié à ce partenariat avec la ville d'Aubusson. C'est pourquoi il est proposé de conventionner avec l'OFI sur la base de niveau 2, délégation enquête, délégation logement. Y a-t-il des questions? Oui, moi j'ai une question ou une position, mais si je comprends bien, là où le maire était en charge de faire les vérifications concernant les conditions de ressources et de logement, la convention doit permettre de déléguer cette démarche à l'OFI. Je trouve dommage que le maire se prive de cette possibilité d'aller au contact de cette population et que finalement l'OFI gère complètement ce dossier et finalement écarte le maire de l'appréciation des conditions de ressources et de logement. Je trouve dommage de se priver de cet outil et personnellement ça ne me paraît pas très pertinent. Merci pour cette réponse. Tu veux dire quelque chose, Stéphane? Non, j'entends ce que tu dis, Michel, mais si ce n'est qu'après, là, l'objet de la convention, c'est plus sur le côté enquête que le côté jugement, appréciation. Oui, c'est même dommage qu'on se prive d'aller justement vérifier par nous-mêmes ce qu'il advient des ressources et des conditions de logement de ces nouveaux arrivants. C'est quand même dommage qu'on délègue ça à l'OFI qui finalement est juge et partie ensuite sur l'ensemble du dossier. Je crois qu'on a toujours un droit de regard malgré tout sur le dossier en lui-même. Eux, ils font le travail d'enquête. Au final, c'est malgré tout le maire qui décide. Ah non, qui décide, non. Enfin, qui décide. Non, le maire faisait le travail d'enquête, il y avait aucune décision de la part du maire. Pour avoir exercé cette compétence, je me rappelle bien comment les choses se passent. Il y a aucune, le maire a cette compétence d'enquête, absolument pas de statut sur le dossier. Mais ça permettait aussi de s'assurer de la réalité des choses et d'être au courant de ces questions sur la commune. Donc je trouve un petit peu dommage qu'on se décharge sur l'OFI qui ne demande que ça finalement, de ne pas voir le maire s'occuper un petit peu des enquêtes et se désintéresser de ce dossier. Donc personnellement, je ne serais pas favorable à cette convention. Entendu. Y a-t-il d'autres observations? Oui, Une question. Ce
qui nous est proposé n'a rien à voir avec la nouvelle loi immigration qui a été adoptée. Non, c'était parce qu'on a fait référence qu'à celle de 2011. Donc, du coup, on ne sait pas trop si la nouvelle loi prévoit des choses dans ce domaine-là. Bon, on verra en chaque temps. Si celle-là, elle dépend de 2011, je ne sais pas comment en parler. Merci. Oui, eh bien, c'est vrai que je me suis posé la même question que Michel quand j'ai vu le rapport et que je l'ai regardé. Et après, quand j'ai lu la convention, j'ai bien vu qu'en fait, dans la convention, c'était l'OFI qui s'engageait à transmettre les résultats de l'enquête. Et malgré tout, après, le maire émet un avis. Donc en fait, on délègue surtout toute la procédure d'enquête, en fait. Et puis après, ça revient quand même en mairie. Mais je partage ton point de vue. Il faut trouver une solution pour que, quand la transmission le retour de l'enquête arrive, il puisse y avoir un regard vigilant effectivement sur les personnes qui sont accompagnées et leur situation. Mais ensuite, ça va faire comme on en parlait tout à l'heure avec l'inspecteur d'académie sur les règles comptables appliquées aux effectifs scolaires. Donc, on aura la vision de l'OFI et on dira si on est d'accord avec la vision de l'OFI. Mais en aucun cas, on aura une vision qu'on aura éclairée nous-mêmes par un travail d'enquête sur le terrain. C'est pas très compliqué à faire, hein, par ailleurs, ces enquêtes. Enfin, voilà, moi je trouve que on ouvre la porte ensuite à des glissements de responsabilités qui, de facto, priveront le maire d'avoir une vision très objectivée de la situation. On aura la position de l'OFI et chacun voit avec ses yeux. Ok, d'autres observations? Non. Je mets au vote, hein, si vous le voulez bien. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant, convention sur la dématérialisation des procédures avec la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le centre de gestion de la Creuse assure pour la commune de Buisson des missions d'affiliation, d'immatriculation de l'employeur, d'affiliation des agents, la régularisation des services, la validation des services de non-titulaires, le rétablissement auprès du régime général et de l'Irantec, la liquidation des droits à pension normale d'invalidité et de réversion, les dossiers dématérialisés du droit à l'information. La dématérialisation de certains actes rend nécessaire la mise en place d'un conventionnement régissant les relations du centre et des collectivités affiliées dans ses compétences en matière de retraite. Vous avez donc la convention en pièces jointes. Avez-vous des observations, des questionnements par rapport à cette convention? Non, ça ne mêle pas de... Eh bien, je vous propose donc d'accepter la convention sur la dématérialisation des procédures de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales entre le centre de gestion de la Creuse et de la commune, et de m'autoriser à signer la dite convention et toutes les pièces afférentes à ce dossier. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant, mandat au centre de gestion pour la protection sociale complémentaire. Et c'est à nouveau Nadine qui nous présente cette délibération. Je vais vous éviter la lecture des 4 pages. Suite à la réforme de la protection sociale complémentaire des agents présentée le 17 février 2022 au Conseil municipal, il est rappelé que la participation de l'employeur public devient obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour le volet prévoyance et du 1er janvier 2026 pour le volet santé. Pour mémoire, le volet prévoyance a pour objet de maintenir la rémunération des agents dans le cadre d'une incapacité temporaire de travail, d'une invalidité, d'inaptitude ou de décès. Le volet santé permet de bénéficier du remboursement de soins de santé non pris en charge ou partiellement pris en charge par la sécurité sociale, en cas de maladie, d'accident ou de maternité. Lors des débats, il a été expliqué aux conseillers municipaux que la collectivité avait le choix entre 2 procédures. La mise en place d'un contrat collectif via une procédure de mise en concurrence lancée de manière autonome, l'adhésion à une convention de participation
par le centre de gestion, pardon. Par courrier en date du 22 décembre 2023, le centre de gestion de la Creuse propose de lui donner mandat. 1. Pour enclencher la procédure pour la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. 2. Pour mener la négociation. Et enfin, pour aboutir à un accord local. À l'issue de la consultation, et après avoir pris connaissance des garanties et des taux de cotisation obtenus, la commune restera libre d'adhérer au contrat de groupe. Considérant l'intérêt de participer à la procédure portée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Creuse, laquelle comporte une mise en concurrence ainsi que la négociation de l'accord collectif local, il est proposé de donner mandat au centre de gestion de la Creuse. Y a-t-il des questions, pardon? Non, pas de questions, pas de commentaires. Je mets au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Approuvé à l'unanimité. Merci, Nadine. Le point suivant, acquisition de la propriété de monsieur et madame Clément Ruverte. Donc, madame et monsieur Clément sont propriétaires occupants de la parcelle bâtie et non bâtie cadastrée AI 260, 262, 263, 264 et 265. Leur maison est construite sur la parcelle AI 263. En fin décembre 2020, un mouvement de terrain s'est produit au sud de la commune d'Aubusson, le long de la route départementale 23, au niveau du numéro 8 de la rue Verte. Vous avez le plan sous les yeux. Il s'est manifesté sur le domaine public le long de la parcelle cadastrale AI 263. L'expertise menée le 8 février 2021 par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, Service géologique national français, constate plusieurs instabilités. Donc un affaissement de la voirie devant l'habitation située sur la parcelle AI 263, des fissures de décompression au sol, la présence de 3 trous dans la chaussée le long du mur de bordure et un écartement entre le mur et le revêtement de la chaussée. Une déstabilisation du mur de bordure et une déformation vers l'aval. Plusieurs fissures sur la façade, les pignons d'habitation et sous la véranda. Bref, des précédents mouvements de terrain avaient déjà eu lieu avant 2011 et en 2015 au même endroit, sans être formellement identifiés comme tels. Un arrêté municipal d'interdiction de passage et d'occupation a été pris le 16 février 2021 et les propriétaires occupants ont été relogés par la commune. La commune a participé à plusieurs réunions avec différents acteurs, et notamment les services de la sous-préfecture d'Aubusson, la DD23, la SER et le BRGM. Si les témoins posés en 2021 ne montrent plus de mouvement de terrain, l'habitation reste exposée à un glissement de terrain. À l'issue des échanges, il ressort que la meilleure solution à apporter pour mettre fin au désordre est de procéder à la démolition totale de la maison 6 sur la passerelle AI 263. Les coûts de consolidation, les moyens de sauvegarde et de protection des populations étant plus coûteux que le montant de l'indemnité d'acquisition. Dans ce contexte, je vous propose une acquisition amiable de leurs biens au prix de 25 000 €. Par courrier en date du 13 décembre 2023, les propriétaires ont accepté la proposition faite. L'acquisition des parcelles appartenant à monsieur et madame Clément va permettre donc la démolition totale des biens bâtis situés sur la parcelle, et la réalisation d'une desserte piétonne pour accéder à la parcelle AI 259. Les services de la DD23 SER ont confirmé à la commune que l'acquisition des parcelles et la démolition du bien bâti sont finançables à 100% par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs, qu'on appelle le Fonds Barnier. Voilà. Avez-vous des questions sur cette affaire? Oui, Michel. Pas une question, mais un commentaire. Bon, c'est bien qu'on arrive aujourd'hui
à la finalisation d'une proposition. Tu l'as dit, la famille était relogée par la commune, je précise, à titre gracieux, pendant toutes ces années. Donc on va, j'imagine, leur proposer maintenant un loyer pour l'immeuble, enfin l'appartement qu'ils occupent dans l'immeuble de la rue Château-Fabier. C'est exactement ça. Ils vont même dans l'optique d'acheter une nouvelle maison. Et je pensais qu'il y avait aussi une parcelle qui n'est pas non écoutée. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et il y a d'autres affaissements. Un autre affaissement s'est produit depuis, que j'ai signalé à la mairie, tout à fait récemment, donc qui laisse entendre que même si ça n'a pas bougé du côté de la maison, ça a bougé un petit peu plus loin. C'est ça, ouais. Le terrain est plutôt instable de ce côté-là. Chacun situe où ça se trouve? C'est en surplomb de la D23 en sortant de Busson, en montant la route de Charras. La rue verte qui en fait donc, ne dessert en fait que cette maison-là, et une autre petite maison tout à fait au bout, qui est inhabitée, qui doit faire 20 mètres carrés encore, je suis... Voilà. Y a-t-il d'autres demandes d'explication? Oui, Luc. Oui, dans le rapport, il est dit que la démolition de la maison sur cette parcelle, AI 263, va permettre un accès piéton à l'AI 259. Mais c'est bien la rue qui passe. Oui, mais la rue, justement, il y a deux choses. Il y a un mur qui soutient la rue. Ce mur-là a bougé, est tombé. Donc la rue en elle-même, enfin la rue, c'est une ruelle, a donc subi de graves déformations. Donc l'idée, c'est de démolir la maison pour faire un chemin piéton à la place là où est la maison actuellement. D'accord. Voilà. En fait, de déporter le chemin. Sur la partie solide. Ouais, sur la partie solide. Sécurisée. Et d'ailleurs, on a eu la confirmation, parce que c'était un non conditionnel de fait que toute cette opération-là soit prise complètement en charge par le fonds Barnier, mais on a eu la confirmation ce matin ou vendredi, je ne sais plus, de sa totale prise en charge. Mais la parcelle AI 259 n'appartient pas au municipal. Non, c'est là où il y a l'autre, la petite maison dont je vous parlais. Voilà. C'est pour en fait permettre aux propriétaires de cette maison-là d'accéder malgré tout à leur maison. Donc on a leur accord. Pardon? On a leur accord. Non, c'est sur le domaine public de toute façon. Pourquoi faudrait-il On est sur le domaine public. Oui, du coup, on sera sur le domaine public. Le fait d'acquérir les parcelles pour faire le chemin à la place permettra d'accéder à cette parcelle privée, oui, qui est à AI 259. Avez-vous d'autres questions à ce sujet? Non? Pas de questions? Je vous propose donc d'approuver l'achat des parcelles référencées AI 260, AI 263, AI 264, AI 265 pour un montant total prévisionnel TTC de 25 000 €, auxquels s'ajoutent les frais d'actes notariés. De m'autoriser à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ces terrains pour un prix maximum de 25 000 €. De dire que les frais d'actes notariés sont à la charge de la commune et de dire que les crédits budgétaires seront inscrits au budget 2024. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie. Le point suivant qui concerne le choix du mode de gestion des services publics eau et assainissement. Comme vous le savez, donc, notre délégation de services publics qui nous lie à Veolia sur l'eau et l'assainissement prend fin en juin 2024. Donc il est temps pour nous de relancer donc, une consultation. Mais avant cela, nous devons donc déterminer quel mode nous choisissons. Si nous choisissons une gestion publique de la gestion de l'eau ou une gestion privée. Vous avez un rapport sous les yeux qui a été mené par le cabinet Conseil SPK, le cabinet qui nous accompagne sur le renouvellement de l'esprit, si on choisit et qui, le rapport est très clair, qui nous conseille vivement effectivement de poursuivre vers une gestion privée. Voilà. Avez-vous des questions, des demandes d'informations auxquelles je pourrais répondre éventuellement? Quelle sera la durée précise de cette délégation renouvelée? Je pose la question, bien sûr, je la complique parce que comme en 2026, il y a le basculement de la compétence. Ouais. Alors, rappelez-vous, à un précédent conseil municipal, on avait parlé de la convention sur le prix d'achat d'eau avec le syndicat de la Roseille. À ce moment-là, je vous avais dit que nous avions l'intention d'adhérer au syndicat de la Roseille. Le syndicat de la Roseille, il vient de renouveler
délégation de service public, sa DSP, pour une période de 15 ans. Donc nous, on va se caler sur la même période, en fait. Enfin, du coup, pour le coup, 14 ans. L'idée, c'est de correspondre à la même... Parce que si on adhère donc au syndicat de la Roseille, il va y avoir une fusion, notamment sur la partie haut, de cette délégation-là. Voilà. Donc l'idée, c'est que les deux DSP concordent sur le terme de ces deux DSP respectives. Voilà. Donc on partirait sur une durée de 14 ans. Vous arrivez à échéance au même moment. Voilà. Pour faciliter le choix suivant du prestataire. Exactement. Après, donc là, il s'agit de choisir donc, une gestion soit en régie, donc, soit une gestion privée, comme c'est le cas aujourd'hui. Moi, je vous propose donc de choisir la gestion privée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de mettre au vote et donc d'approuver le principe de l'exploitation des services d'eau potable et d'assainissement dans le cadre d'une concession de service public, d'approuver le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire telles qu'elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu qu'il appartiendra ultérieurement à l'exécutif d'en négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l'article L1411-4 et L1411-5 du Code général des collectivités territoriales, de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de concession de services publics. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Adopté, je vous remercie. Et nous arrivons au terme de l'ordre du jour. Donc, il y a l'approbation, donc, je vous en parlais tout à l'heure, l'approbation d'une motion d'opposition à la fermeture d'une classe à l'école maternelle Villeneuve. Donc, comme vous le savez, la carte scolaire est sortie, la nouvelle carte scolaire 2024, et donc le DAZEN propose la fermeture de 11 classes en Creuse pour en réouvrir 5, ce qui se solde donc par la fermeture de 5 classes en Creuse. Je vais proposer à Jean-Pierre Perrier, notre adjoint aux écoles, de nous en dire un petit peu plus et de nous faire lecture donc, de la motion que nous proposons d'adopter ce soir. Non, le micro, mais qu'est-ce que tu veux? Pardon. Donc, motion de censure d'opposition à la fermeture d'une classe à l'école maternelle Villeneuve. Ce 23 janvier dernier, monsieur l'inspecteur d'académie a présenté son projet de carte scolaire pour la Creuse. Comme l'an dernier, celle-ci prévoit une fermeture de classe en maternelle à l'école Villeneuve. La mobilisation conjointe des parents, des syndicats enseignants et des élus avait permis d'éviter cette fermeture, ce qui malheureusement n'avait pas été le cas à l'école élémentaire de la Clé des Champs. Cette fermeture revient donc à l'ordre du jour pour la rentrée prochaine. Le conseil municipal d'Aubusson, réuni ce 29 janvier, déplore l'absence totale de concertation préalable et les promesses non tenues de Madame la rectrice mises en place dans l'observatoire. C'est toujours la même politique comptable qui est à l'œuvre, dont nous refusons les saignées successives. Pourtant, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, par lui-même nous savons que la seule vertu des saignées, c'est de tuer le malade. Cette décision unilatérale, si elle devait se confirmer, révèle le profond mépris de monsieur l'inspecteur d'académie envers la municipalité d'Aubusson. Outre qu'elle est préjudiciable à l'intérêt des enfants, souvent issus à l'Aubusson de familles modestes ou allophones, elle ne tient aucun compte de la situation des ATSEM, ces agents de la commune sous l'autorité de la directrice de l'école. Elle ne tient aucun compte des investissements de la commune en faveur des écoliers, singulièrement en maternelle, et de la participation de la commune au programme de réussite éducative. Cette décision est donc injuste et inique. Aux côtés des parents et des représentants des enseignants, la municipalité se battra pour conserver cette classe. Cette classe est indispensable à la qualité de l'enseignement que la République doit à ses citoyens, y compris en milieu rural. Le conseil municipal d'Aubusson exige le maintien de cette classe à l'école maternelle Villeneuve.
Je vous remercie tout d'abord de votre attention et je vous invite toutes et toutes à participer à une manifestation de soutien à cette manifestation. Manifestation qui aura lieu dès demain matin à 8h devant l'école Villeneuve. Je remercie les futurs participants. Ils feront preuve de leur attachement à nos services publics et à leur soutien à la qualité actuelle de notre système scolaire. Merci à tous. Y a-t-il des questions? Je voudrais, alors bien sûr, tout le monde a compris le sens du texte, souligner le caractère très injuste dans lequel nous place cette décision, notamment au regard de nos ATSEM. Nous avons aujourd'hui veillé, malgré l'évolution des situations, veillé à conserver une ATSEM par classe. Ce qui est une dotation riche parce que dans beaucoup de régions, la règle c'est plutôt une ATSEM pour 2 classes. Si la fermeture est confirmée, on va se retrouver avec une ATSEM sans affectation dont on sera, à laquelle on sera bien en peine de proposer quelque chose. C'est une double peine parce que vous savez que l'ensemble des frais inhérents à la scolarisation des élèves contribuent à évaluer le coût de l'élève dans l'enseignement public, de manière à calculer la dotation que la commune verse à l'enseignement privé. Donc tout cela n'est pas acceptable, c'est un des premiers points de vue. Le deuxième, c'est y compris ce que les parents ont très bien expliqué dans le courrier qu'ils ont adressé à M. le maire et à l'ensemble des décideurs de ce département, y compris M. l'inspecteur d'académie, c'est que, eu égard à la population des enfants aujourd'hui accueillis dans cette école, il y a besoin que les effectifs restent raisonnables, de manière, notamment vis-à-vis des enfants allophones, que l'action des enseignants puisse, sur le plan pédagogique, être efficace. Si demain nous observons la suppression d'une classe, d'abord ça veut dire qu'il y a des niveaux qui vont être regroupés, ce qui n'est jamais simple pour les enseignants, et c'est la remise en cause de ce qu'on pourrait considérer comme un pacte républicain. Par ailleurs, nous étions ce matin en réunion du conseil d'administration de l'association des maires adjoints de la Creuse. Cette question a été largement débattue. Nous avions déjà l'an dernier dû résister à une annonce terrible qui était la fermeture de 19 classes, rappelez-vous, et de 2 écoles. La mobilisation avait permis de sauver un certain nombre de postes, malheureusement pas au Buisson. Donc 2 fermetures en 2 ans, alors même que j'ai tendance à considérer que nous sommes les bons élèves de la classe, notamment en ayant signé le programme de réussite éducative, sur lequel la commune de Buisson met des moyens, y compris financiers. On pourrait parler des petits déjeuners là, qui se sont mis en place, notamment à l'école maternelle. Je trouve qu'il y a là quelque chose qui n'est pas acceptable, d'autant plus que l'an dernier, la délégation des élus qui avait rencontré Madame la rectrice d'académie s'était entendu promettre la mise en place d'un observatoire, et donc cette volonté d'avoir une vision un peu triennale sur l'évolution démographique de chacune des communes possédant des écoles. Ça n'a pas été le cas, c'est une promesse non tenue, et donc la décision qui a été prise ce matin par le conseil d'administration, c'est d'avoir une réaction très énergique, évidemment exprimée par un communiqué de presse la position, et puis trouver un certain nombre d'initiatives que je ne peux pas dévoiler ce soir, mais qui sont en train d'être conceptualisées de manière à ce que nous reprenions cette mobilisation. Mais c'est un peu fatigant, tous les ans, de revenir sur les mêmes problématiques, les mêmes combats. C'est usant pour les élus, et je dirais que ça en dit long sur la réalité des promesses qui nous sont faites, et des propos très laudatifs qui sont toujours tenus à Paris sur la ruralité. Et dans la réalité, on voit qu'en fait, on fait peu de cas de cette réalité, justement. J'ai bien peur que ça n'en finisse pas, parce que comme ils sont dans une logique comptable et uniquement comptable, et donc la seule chose qu'ils regardent, c'est l'évolution de la démographie en Creuse. C'est ce qu'ils nous disent d'ailleurs. Voilà, ils disent on va perdre 15 000 habitants d'ici 5 ans. Donc voilà, et eux ils sont dans cette logique-là. Et donc effectivement, on va au combat cette année, mais j'ai bien peur que l'année prochaine ce soit la même chose, et ainsi de suite. Jean-Luc, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je partage complètement ce qui est écrit et puis ce qui a été dit. Je rajouterais juste qu'il y a quand même un gros paradoxe
à faire a priori de l'éducation nationale une priorité dans le cadre du plan particulier pour la Creuse, le pacte 2. Alors moi je pense que c'est pas un paradoxe, c'est un véritable pied de nez d'inscrire l'éducation nationale dans le PPC et en même temps supprimer les moyens pour que l'éducation nationale fasse son travail, que les maîtres d'école, les professeurs d'école fassent leur travail dans un département qui est quand même défavorisé, où on peut avoir nos enfants peuvent avoir des difficultés, en particulier ceux effectivement qui sont d'origine étrangère, parce qu'il y a l'apprentissage de la langue, ça a été dit. Donc très honnêtement, je l'ai dit ce matin au conseil d'administration, ça va pas beaucoup avancer le schmilblick, mais moi j'y vois un pied de nez, et voir l'inspecteur de l'académie, la même personne, je n'en fais pas une affaire personnelle, c'est la fonction là, hein, évidemment que je vise, voir un directeur d'académie supprimer les postes et en même temps animer les ateliers pour soi-disant défendre l'éducation nationale dans le cadre du PPC, je ne serai plus complice de ça. C'est-à-dire que moi, je ne serai pas de ces ateliers. Ça ne changera pas le schmilblick, c'est plus symbolique qu'autre chose. Alors ça soulève au moins deux questions. Quelle école cet État, dans une république a priori une indivisible, quelle école veut cet État en zone rurale, dans des zones rurales en difficulté? Je crois que maintenir des effectifs, de faibles effectifs dans nos classes, c'est donner un moyen supplémentaire à nos enfants de réussir. Encore une fois, on n'a pas eu le débat, mais on était tous d'accord la dernière fois, on ne veut pas de classe avec 5 enfants, on sait que l'émulation n'est pas suffisante, mais très honnêtement, prendre la règle à calculer à partir de 17 et situer à 16,8 alors tu perds une classe, je trouve que c'est particulièrement injuste par rapport aux zones rurales. Et puis ça pose une autre question, qui est bien sûr le réarmement démographique de ce département. On a vu tous les chiffres du dernier recensement, ils sont très inquiétants. Mais ça n'est pas en nous supprimant des classes, et peut-être demain des écoles, qu'on va nous aider à attirer plus de population dans notre département. Au contraire, la qualité de notre enseignement, ça pouvait être un argument pour dire « Venez chez nous, regardez, nous avons encore des effectifs faibles dans les classes, contrairement à ce que vous pouvez rencontrer dans certaines zones périphériques. » Bref, on marche sur la tête. Nous sommes bien d'accord. D'autres interventions? Non. Non, ça a été dit. Non, moi d'ajouter aussi quiz, enfin, la commune de Buisson par exemple, il y a 10 ans de cela, Michel, tu me diras si je me trompe, on a investi près d'1 million d'euros sur la construction de 2 restaurants scolaires dans chacune des écoles. À ce rythme-là, si on veut faire une classe par an, on va devoir nous songer à regrouper l'ensemble de ces classes-là dans une seule et unique école. Donc se pose la question des investissements passés. Et quand même on ferait le choix donc de regrouper tout le monde dans une seule et unique école, ça voudrait dire que le restaurant scolaire en question serait trop petit, parce qu'il était dimensionné pour accueillir un certain nombre d'élèves. Enfin voilà, on est devant un problème qui est insoluble en fait, quelque part. C'était tout l'enjeu, tel qu'on l'avait compris, de l'observatoire, c'est-à-dire d'intégrer pas seulement la question des effectifs, mais aussi la question des investissements des collectivités. Celui-là, effectivement, il a été important, il y en a eu d'autres. On peut se demander j'ai parlé du personnel tout à l'heure, parlant des investissements financiers, mais quel respect l'État aujourd'hui accorde aux investissements que les collectivités font de bon cœur, parce que, évidemment, on veille à ce que les qualités d'accueil des enfants et des enseignants soient bonnes, mais quel respect a-t-il des efforts que nous faisons si derrière on a un fossoyeur qui vient nous dire à partir de la rentrée prochaine c'est terminé, je ferme là, et demain des écoles, oui, et demain des écoles, bien sûr. C'est inquiétant. Et en tout cas, on ne peut pas rester sans réagir. Donc nous allons réagir. Tout à fait. Vous dire un sujet là d'ailleurs que jeudi 1er février à 10h30, il y a une manifestation qui est prévue donc, par les syndicats d'enseignants, des parents d'élèves et de l'ensemble de la communauté éducative, donc devant le DSDEN à Guéret, à 10h30. Voilà. Et donc demain matin, comme l'a dit Jean-Pierre, aussi à 8h devant l'école maternelle Villeneuve. Voilà. Donc je vous invite à être nombreux demain matin devant l'école maternelle Villeneuve. Voilà. D'autres interventions à ce sujet-là? Non? D'autres questions diverses pour le coup alors? Eh bien, Jean-Luc. Très simplement. Pardon, excusez-moi, j'ai pas
mis à l'adoption de cette motion. Donc, y a-t-il des oppositions à l'adoption de cette motion? Des abstentions? Adoptées, je vous remercie. Jean-Luc. Oui, c'était juste pour qu'on ait un mot de soutien, comme on l'avait déjà fait il y a quelques mois, en direction du monde agricole, qui se mobilise, qui souffre, voilà, qui montre son désarroi, le malaise est profond. Je ne sais pas ce que le gouvernement fera. De toute façon, il n'arrivera pas, à épuiser le mal-être paysan qui est profond. Alors on parlait tout à l'heure des paroles, effectivement, parisiennes. Alors le Premier ministre a eu une expression assez juste en disant que le monde paysan le monde agricole était victime d'injonctions contradictoires. C'est vrai, il faut produire de qualité, il ne faut pas atteindre à l'environnement. Bref, les agriculteurs, on les a placés dans une vie bien difficile. Mais bon, voilà, le constat est juste. Maintenant, quid de la suite? J'espère que le gouvernement sera au rendez-vous du malaise paysan qui est très profond. Je rappelle quand même que c'est une des professions, malheureusement, dans laquelle il y a le nombre de suicides le plus fréquent. Oui, tout à fait. Et puis je regardais la photo que tu avais publiée, Michel, là, qui résumait tout à fait la situation. N'importe pas ce que l'on interdit en France. Elle résumait tellement la situation des agriculteurs. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions en termes de questions diverses? Oui, Michel. Oui, je n'étais pas présent au dernier conseil municipal, mais je voudrais revenir un petit peu sur le Aubusson Magazine, qui n'a pas été évoqué lors de ce conseil. Je le suivais comme tout à chacun sur les réseaux sociaux, pour souligner la qualité du travail qui a été fait par notre équipe de communication. D'abord, la qualité du travail de l'équipe municipale, parce qu'il y avait quand même des choses à dire sur ce bilan. Je crois que c'est un document extrêmement intéressant. Je l'ai parcouru avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. Puis je voudrais remercier Madame Debens, parce que c'est quand même pas tous les jours que Madame Debens, vous nous faites sourire. J'avais l'impression que vous n'étiez pas très satisfaite que j'avais été élu maire la dernière fois. Et je me rends compte que je vous manque à un point. Ah, mais c'est terrible. Donc je suis vraiment un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je suis vraiment touché par cet hommage que vous me rendez. Alors heureusement il n'est pas posthume, mais enfin c'est un hommage après que j'ai cessé mes fonctions. Donc je dois vous dire que vous m'avez particulièrement touché, mais aussi beaucoup amusé. C'est un paradoxe auquel vous arrivez à vous livrer. Merci beaucoup. Merci Michel. Y a-t-il d'autres questions diverses? Oui, Michel. Oui. Je vous ferai certainement moins sourire. Ça concerne la zone bleue du haut de la Grande Rue, où le marquage n'a pas été fait devant les lycées. Est-ce que ce ne serait pas le moment de le faire, dans la mesure où la terrasse est démontée et sera certainement remontée d'ici peu? C'est pas encore tout à fait le moment, parce qu'en fait on doit attendre les périodes de dégel qui ne peuvent plus. Enfin voilà, on n'est pas idiot, hein. Il y a eu effectivement la terrasse, donc on ne pouvait pas le faire. Ça va se faire dès que les beaux jours seront effectivement là. Voilà, ça, donc il y a effectivement la zone bleue. On va aussi créer 2 nouvelles places en zone verte, c'est-à-dire en arrêt minute, un petit peu au-dessus du bar tabac de chez M. Cantard, là. Voilà, on va créer 2 places en zone verte. Et l'idée, à terme, c'est également d'y mettre aussi une borne, comme on a expérimenté à la place du Général Espagne, parce que ça fonctionne très très bien. Très efficace. On a les retours, on a les stats, les statistiques. Et c'est impressionnant, c'est 80 rotations par jour sur ces 4 places, ce qui est beaucoup en fait. Hein. Ça ne paraît pas comme ça. Donc il y a encore quelques bugs, hein, il y a encore quelques affinements, il y a une borne qui pose encore un petit souci, mais c'est très efficace. C'est très pédagogique, mais il va falloir quand même qu'il y ait du punitif derrière, parce que c'est dommage, mais par contre, quand tu parles qu'il y a d'autres bornes qui vont être installées, est-ce qu'il est prévu d'en installer une sur les anciennes places? Sur les arrêts minutes Oui, on va y aller tranquillement. À la mairie, et puis au monument aux morts. Comme ça donne pleinement satisfaction, effectivement. L'idée, c'est effectivement de mettre tous ces endroits-là qui sont donc identifiés comme des arrêts minutes
L'idée, c'est d'y installer au fur et à mesure qu'on peut aussi, à la fois financièrement parlant et techniquement parlant, parce que ça demande un peu quand même de technique, alimentation électrique et puis aussi réseau de communication. Donc oui, l'idée c'est de le faire, et là on peut le faire aussi, là, donc au-dessus de M. Cantard. Donc j'ai bon espoir qu'on installe à cet endroit-là dès cette année. Voilà. Dernier point, ça concerne toujours le haut de la Grande Rue. Les quilles ont été installées. C'est très bien, c'est la suite logique du reste de la Grande Rue. Par contre, en haut, elles sont très rapprochées. Trop rapprochées. Et ça pose des problèmes de stationnement. C'est souvent qu'il y a des voitures qui ont une portière, soit la portière avant, soit la portière arrière, qui est bloquée par une quille. Alors, je ne sais pas, mais je me disais, est-ce que ça serait pas bien de faire un essai, d'en enlever une sur deux, voir ce que ça donne, et bon, de la remettre si c'est pas probant, mais ça pose réellement des problèmes. Lorsqu'on stationne et qu'on veut ouvrir la portière, c'est ça? Effectivement, lui, on a ce retour-là, et que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc effectivement, on va regarder ça à nouveau aussi. On va regarder ce qu'on peut faire. Hein. Après, c'est difficile de casser ce qu'on a déjà, ce qu'on a fait, quoi. Mais on va revenir dessus, hein, bien évidemment. Il ne s'agit pas de casser, mais voir donc l'enlever, si c'est probant. Non, mais ça ne servait pas comme ça à son CV. Hein. C'est pas des... Non. Beaucoup ont été fixés en fait de manière définitive. Je dois dire que je partage complètement l'avis de Michel Gomis depuis longtemps. Voilà. On a un espacement qui est plus rapproché que dans le reste de la Grande Rue, et je trouve que du coup elles sont un peu trop présentes, y compris visuellement. Et comme dit Stéphane, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis, et même si c'est fixé, on peut toujours remettre des rustines avec les mêmes pierres que celles qui sont posées. Je pense qu'on aurait peut-être intérêt à regarder, à remettre le même espacement que dans le reste de la ville, où là on sait qu'il fonctionne correctement. Et c'est vrai que la question du cadencement, ça joue sur l'ouverture des portes côté trottoir. On peut se retrouver avec des portes côté passager difficiles à ouvrir, ou côté conducteur, ça dépend où on se gare. Mais enfin, du côté trottoir, voilà, ça serait bien de revoir ce truc-là. Bon, c'est un petit affinage à faire, mais qui serait utile à mon avis. Il y en a une par terre, je ne sais pas, vous avez vu. Ah, mais c'est régulièrement qu'elles sont non, là. Ça doit être un coup de tracteur, ça. Non, c'est pas des tracteurs. Figurez-vous qu'effectivement, il y a des poids lourds en fait, qui sont en perdition. Il y a des poids lourds qui sont en perdition avec les autoroutes qui sont barrées, la 145 qui a été barrée. Il y a beaucoup de poids lourds qui sont retrouvés à venir vers chez nous, et dont un porteur de voiture qui a traversé la Grande Rue, et donc qui a arraché un certain nombre de quilles, effectivement, qui a accroché les véhicules, mais ce chauffeur a été intercepté par les gendarmes, et donc on a pu faire un constat, et donc on sera remboursé des dégâts occasionnels, voilà, y compris les personnes qui ont été accrochées par ce véhicule. Et la maison rue des Fusillés, je regardais tout à l'heure, elle penche de plus en plus. Oui, de plus en plus. Donc le jugement... le camion l'a pas enlevé. Le camion est pas laissé. Ça a été au tribunal le 9 janvier, il est délibéré, ça sera le 13 février. Donc on ne peut pas intervenir avant le 13 février, mais on est dans le starting block. Dès qu'on a l'autorisation du tribunal le 13 février, on y va. Voilà. Oui, les devis sont signés, on est prêt à faire feu. Quoi. Mais tant qu'on n'a pas le feu vert du tribunal, on n'y va pas. Clairement. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Mme Devens par rapport et aussi faire quoi ce qu'a dit Jean-Luc, par rapport à la manifestation, les deux manifestations agricoles qui sont intervenues à Aubusson. Je dois souligner le caractère extrêmement responsable des agriculteurs qui ont manifesté, qui ont été très vigilants à faire des actions très ciblées sur des cibles très identifiées. Aucun dégât n'a été commis sur le patrimoine communal, et ça, il faut les en remercier. Chez nous, à Aubusson, oui. Il faut, oui, on est au conseil municipal d'Aubusson, je pense que pour Aubusson. Il faut les remercier de ce sens des responsabilités et de la manière un peu chirurgicale dont ils ont mené leurs actions. Voilà, bon, on les a, Stéphane et moi, pour le deuxième jour, et je l'avais fait la veille, on les a accompagnés tout au long de la manifestation, et donc on a pu constater qu'effectivement, il y avait une prise en compte et un respect de ce qui est payé par les impôts des Aubussonnais. Donc ça, c'est une bonne chose, et c'est ce genre d'attitude qui permet ensuite l'adhésion de la population aux revendications. Donc je trouve que ça a été, de ce point de vue-là, parfaitement réussi. D'autres questions diverses? Une petite réflexion par rapport au stationnement. Est-ce qu'on pourrait privilégier à certains endroits
les résidents du centre-ville parce qu'on a des soucis de stationnement. Souvent, il n'y a pas de garage sur les maisons de ville. Et si on veut attirer des enfants, enfin moi j'ai jamais eu de soucis parce que voilà, j'ai des grands enfants, mais pour les enfants, pour les familles avec des petits enfants, c'est quand même problématique de se stationner à ce niveau-là et d'être de temps en temps verbalisé sur les zones bleues. Voilà, c'est une proposition, une réflexion, je ne sais pas ce que vous en pensez, en tout cas. De temps en temps verbalisé sur les zones bleues. Avant, quand il y avait. Oui, on a été verbalisé. Oui, d'accord, sur les lectures véhicules. Oui. Bon, donc, de toute façon, la problématique sur les zones bleues, enfin, la verbalisation, on la connaît, on n'a pas d'ASVP, donc clairement, voilà, il n'y a pas de suivi derrière. Après, la problématique de ce que vous demandez, en fait, clairement, c'est d'avoir des places réservées aux habitants. Ou des vignettes, ou des vignettes, en ouais. tout cas, ça pose problème quand on habite au centre-ville, même pour décharger tout simplement ses courses ou d'emmener les enfants, etc. Hein, c'est vraiment compliqué. Ouais. Donc, Alors, ça existe là où le stationnement est payant, ça s'appelle le stationnement résident. À Aubusson, il n'est pas payant, donc il faut regarder comment ça pourrait se décliner. Mais le principe du disque, c'est de ne pas dépasser 1h30 de stationnement. Bon. Alors je ne sais pas ensuite quelle serait la légalité de réserver une partie de l'espace public à une catégorie de la population. C'est des choses qui doivent être étudiées, mais sur laquelle la commune peut se pencher. On peut se pencher effectivement là-dessus. Moi je pense que malgré tout. Moi je pense que malgré tout, on a quand même des parkings sur le haut de la ville entre la place du marché, le parking place de la Paix en haut, après la place à côté de la mairie. En descendant, on a encore l'esplanade Charles de Gaulle qui n'est pas forcément trop loin. C'est-à-dire que si on commence à donner des vignettes aux habitants, cette fois-ci on n'aura plus du tout de place pour les clients. Et on est quand même une zone touristique et commerçante. Et nous, ce qu'on rêve, c'est d'avoir de la place pour les clients, que ce soit comme sur les arrêts minutes, que ça tourne, qu'il y ait 90 rotations par jour. Ça serait fantastique. Donc personnellement, je trouve que 1h30 avec la zone bleue, ça vous laisse le temps d'emmener les enfants, de les ranger et de pousser la voiture un petit peu plus loin. Pas les enfants, oui, les courses et les enfants. Bon, c'est un grand débat. Hein, voilà. Après, c'est mon avis de commerçante, mais voilà. Chacun son avis. Et oui, c'est ça. Non, mais ça n'empêche pas qu'on mène une réflexion, effectivement. Peut-être certaines places, bien précises. Enfin, voilà. Rien ne nous interdit d'y réfléchir. Voilà, ça coûte pas cher. C'est pas évident. On va trouver une solution. Nous sommes toujours dans les questions et informations diverses. D'autres interventions hein. Moi, je vais faire part de mon optimisme en fait, sur le sujet de la santé, ici à Aubusson. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, sur les vœux que j'ai présentés le 8 janvier ici, avec Madame la Préfète, qui a émis le vœu que le projet de restructuration du centre hospitalier d'Aubusson démarre dès 2024, et donc j'ai bon espoir qu'elle soit entendue, et que ce projet de restructuration voit le jour dès 2024. En tout cas, j'ai bon espoir. Elle a également annoncé qu'elle nous suivait sur le financement de la construction du centre de santé médicale mutualiste ici qu'on envisage avec la Comcom et la mutualité Limousin française. Donc elle nous suit, donc c'est aussi une bonne nouvelle. Et aussi dans les bonnes nouvelles, c'est la venue d'une formation d'aide-soignants, également à Aubusson, qu'on nous annonce pour 2025. Donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Je voulais vous faire état et vous faire part de mon optimisme là-dessus. Voilà. Et pour donner une information complémentaire s'agissant du projet de restructuration de l'hôpital, bon, j'avais exposé la situation il y a 2 conseils. Ce qui a bougé depuis, c'est que donc, la présidente du département avait conditionné son accord au projet de restructuration au fait que le cabinet d'audit soit choisi pour auditer les comptes et la situation des 3 EHPAD dépendants du centre hospitalier d'Aubusson. Donc ce cabinet a été retenu. Je me suis dépêché, dès que je l'ai su, de lui envoyer un petit SMS d'information pour lui dire ça y est, c'est retenu. Donc j'espère qu'elle ne mettra pas, comme pour
pour le cahier des charges 1 mois avant de nous envoyer son courrier, sachant que l'ARS l'avait fait dans les 2 jours qui suivaient la sollicitation du centre hospitalier, parce que nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre encore très longtemps, notamment eu égard à la situation de l'EHPAD Saint-Jean, qui, depuis maintenant un certain nombre d'années, fonctionne sous autorisation dérogatoire, et on sent bien que cette dérogation commence à s'épuiser. Donc il va falloir que très rapidement on puisse engager les choses. L'établissement a fait l'acquisition du foncier nécessaire à l'agrandissement au Mont et de la construction du nouveau bâtiment. Donc ça y est, aujourd'hui, depuis déjà quelques mois, l'hôpital est propriétaire de ce foncier. Donc voilà, il faut avancer. Puis nous avons des subventions qui ont une date de péremption, si je puis dire. Donc il faut qu'on ait engagé les choses avant, de manière à ne pas perdre ces subventions qui sont importantes. Je crois qu'il y en a une de 6 millions, l'autre de 5 millions. Donc voilà, on ne peut pas se permettre de s'en passer. Voilà, s'il n'y a pas d'autres interventions, et ben écoutez, je sais petit. Pardon, Isabelle Dumont. Oui, comme vous le savez, hier s'est déroulé le repas des aînés. Oui, très belle manifestation. Donc je voulais remercier tous mes collègues, les agents de la ville d'Aubusson et certains agents de la mairie que j'ai personnellement sollicités pour le bon déroulement du service. Voilà, encore un grand merci. Merci Isabelle. Merci aussi Isabelle à toi. Merci à Nadine qui avait mené de main de maître l'organisation de ce banquet des aînés. Voilà, c'était une très belle journée. Ils étaient ravis. Voilà. Merci à tous. Il n'y a pas d'autres commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Je lève la séance. Bonne soirée.